Bonjour à toutes et à tous. Nous souhaitons que vous allez tous bien pendant cette période un peu difficile, que vous vous portez bien ainsi que vos proches. Aujourd'hui, Casa Technologies a le plaisir d'accueillir Mohamed Sharfa, coach agile et Scrum Master, qui va nous partager son expérience et nous présenter les deux frameworks agiles les plus répandus, à savoir Scrum et Kanban, lors de ce webinaire. Donc, Mohamed Sharfa est coach agile et Scrum Master qui a à son actif plusieurs années d'expérience dans la mise en place de l'agilité, l'accompagnement de grandes organisations dans la mise en place de l'agilité, dans différents secteurs d'activité, à savoir le retail, finance, banque, assurance, l'énergie, l'industrie automobile. Voilà. Donc, après, euh, après ce webinaire, on va essayer de répondre à vos questions. Donc, vous pouvez poser vos questions tout au long de cette présentation sur l'onglet chat et nous allons y répondre vraiment à la fin de ce webinaire. Donc, je passe la main à Mohamed et je vous souhaite un bon webinaire et une bonne présentation. Bonjour à tous. Merci Kamal. Donc, comme vient de dire Kamal, cette présentation est en partenariat avec Casa Technologies. On va passer ensemble environ 1 heure. N'oubliez pas de poser vos questions en même temps que les slides passent et on essaiera de répondre à vos questions vers la fin de cette présentation. Également, un lien vers un replay vous sera envoyé et vous recevrez également tous nos prochains événements, les prochains events. Et surtout aussi, n'oubliez pas de rester chez vous en ce moment, souhaitant que tout le monde va bien. Et essayons aussi de s'adapter à cette période assez particulière. Donc aujourd'hui, notre sujet est autour de l'agilité. On va présenter en particulier les deux frameworks les plus utilisés en ce moment et depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années, le framework Scrum et le framework Kanban. On va voir les différences entre ces deux frameworks, les éléments communs entre ces deux frameworks aussi, et bien évidemment, vers la fin, on va répondre à vos questions. Donc, le manifeste agile est le résultat du travail de 17 ténors de l'industrie informatique ou les développements de logiciels informatiques qui se sont réunis dans une maison de campagne, dans un hôtel de campagne en 2001. Je ne voulais pas vous citer les 17, ne serait-ce juste pour prendre quelques ténors. Ken Schwaber, Jeff Sutherland, les créateurs de Scrum, Ward Cunningham, l'inventeur de Concept Wiki, Kent Beck, qui est le créateur de l'extreme programming et aussi cofondateur de JUnit. Donc, toutes ces personnes-là se sont réunies pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, ils se sont débattus pour dire que leur méthode, qui était à l'époque utilisée, l'extreme programming, Scrum, qui étaient les meilleures. Et au bout de 3e jour, ils ont regroupé en 4 valeurs toutes les valeurs communes qu'ils utilisent dans leur projet à eux pour créer ce manifeste agile qui est basé essentiellement sur ces 4 valeurs-là. Ces 4 valeurs, c'est l'individu et leur interaction, plus que les processus et les outils. Donc, on s'intéresse plutôt à l'humain qu'au processus. Des logiciels opérationnels, plus qu'une documentation détaillée et exhaustive. De la collaboration avec le client, plus qu'une négociation contractuelle. Également, l'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan. Et comme vous avez bien entendu, on utilise à chaque fois le mot plus que, ce qui veut dire que les secondes valeurs sont bien reconnues dans l'agilité, mais on privilégie les premiers. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de documentation, non plus il n'y aura pas de processus ou des outils. Bien évidemment, ces processus, ces outils, ils sont mis en valeur, ils sont aussi mis à disposition des individus et on s'intéresse plutôt à des individus qui, eux, ils vont utiliser des processus et des outils. Ces 4 valeurs se déclinent en 12 principes sous-jacents.
Ces principes-là, le premier, donc on s'intéresse, la plus grande priorité, c'est de satisfaire le client en livrant rapidement plus de valeur, ce qui permet au client d'être très compétitif et aussi de répondre aux changements des marchés. Ces principes également vont nous permettre d'accueillir de façon très positive tout ce qui est changement, même vers la fin des projets, avec une force assez intéressante qui permet aussi aux clients et aux entreprises de répondre à des besoins ponctuels et à des besoins qui changent constamment. Basé aussi sur une livraison fréquente, rapide des logiciels fonctionnels avec une fréquence allant de quelques semaines vers quelques mois. On privilégie aussi des périodes plus petites périodes. Ces logiciels et ces valeurs sont le fruit d'une collaboration entre les personnes au quotidien, donc les utilisateurs, leurs représentants, les équipes de développement. Ces équipes donc travaillent dans un cadre de confiance et ils sont soutenus pour toute l'hiérarchie, pour toutes les parties prenantes, ce qui donne des équipes plutôt motivées, en prenant également la notion de dialogue de face à face, qui est une manière directe de faire circuler les informations de façon plus efficace. Des logiciels fonctionnels comme le principal mesure d'avancement, avec également un rythme soutenu et soutenable entre les parties prenantes, les faiseurs, les demandeurs, sur des périodes, donc des parties prenantes entre les demandeurs, les faiseurs, en reconnaissant l'excellence technique de tout le monde et l'excellence technique des équipes de développement surtout, et une bonne conception avec une simplicité qui va nous permettre de réduire le gaspillage, qui va aussi nous permettre d'avoir des solutions simples et rapides, basées aussi sur des architectures, des spécifications et des conceptions qui émergent des équipes auto-organisées. Ces équipes même, au final, s'auto-évaluent pour s'améliorer constamment en utilisant des concepts aussi d'amélioration continue. Donc, tous ces principes-là, c'est une déclinaison des 4 valeurs. Donc, les 12 principes, c'est une déclinaison des 4 valeurs qu'on retrouve dans le manifeste agile, qui était le résultat de cette réunion des 17 ténors de l'industrie du logiciel informatique. Et c'était en 2001. Maintenant, on passe à présent au framework Scrum, qui est donc un framework agile, comme vous l'avez bien compris. Le nom Scrum est tiré par le mot en anglais pour les amateurs de rugby de la mêlée, parce qu'il y a une raison derrière, c'est qu'il y a un regroupement quotidien de l'équipe de développement dans une cérémonie qu'on verra après, et c'est pour cela que ça a été appelé comme ça. Donc cette organisation est basée essentiellement sur des équipes, sur des petites équipes. Ces équipes-là sont multidisciplinaires, auto-organisées. Donc la division des équipes en petites équipes multidisciplinaires et auto-organisées. La division aussi de l'ensemble de travail à faire, avec toujours une priorisation des éléments qui ont plus de valeur, et souvent des éléments qui sont des petits éléments, qui ont plus de valeur vers le haut, qui vont être commencés plus rapidement, ce qu'on appelle dans le jargon les quick wins. C'est des éléments qui ont plus de valeur avec moins d'efforts. La division également du temps dans des périodes qu'on appelle sprint, qui va durer entre 1 semaine et 4 semaines, et une optimisation aussi des priorités en collaborant au quotidien avec les clients, et aussi un processus d'amélioration continue dans une autre cérémonie
qui est appelée la rétrospective. On verra tout ça en détail dans le prochain slide. Dans les prochains slides, pardon. Donc, toute cette organisation est donc basée sur 5 valeurs. La première valeur, c'est le courage. Le courage de changer de direction, le courage d'admettre des erreurs, de faire des erreurs, le courage aussi de discuter avec les demandeurs, les stakeholders, les parties prenantes, les utilisateurs, le courage aussi de admettre les imperfections. La deuxième valeur, c'est le focus. Donc, on est constamment concentré sur notre travail, on est time-boxé, on a des sprint goals ou les objectifs de sprint à atteindre. On a aussi des indicateurs d'avancement qui nous permettent aussi d'être vraiment concentré. La troisième valeur, c'est l'engagement. Donc, l'engagement d'atteindre un objectif de sprint, l'engagement sur la qualité, l'engagement qui est défini dans la definition of done, qui est une liste d'items à vérifier pour dire que le travail demandé est done. Et puis, la quatrième valeur, c'est le respect de la diversité, le respect des avis, le respect des compétences, le respect des équipes externes, le respect aussi des utilisateurs, le respect envers les utilisateurs et envers les développeurs. Donc, la notion de respect, c'est une valeur qui est vraiment très importante dans l'organisation de Scrum. Et aussi, une dernière valeur qui s'ajoute à ces quatre-là, c'est l'ouverture. Donc, l'ouverture d'esprit, l'ouverture, la reconnaissance aussi des individus, le travail entre des équipes multidisciplinées, différentes équipes, reconnaître aussi les compétences de chacun, les feedbacks aussi, l'ouverture au feedback des utilisateurs et leur retour, et les parties prenantes. Donc, toute cette organisation se regroupe en 3 rôles essentiels qui sont reconnus dans Scrum. Il y a uniquement 3 rôles. Donc, toutes les autres parties sont des parties prenantes. Donc, le Product Owner, le premier rôle, c'est le Product Owner, ou celui qui détient le catalogue du produit, ou le Product Backlog. Et là, comme responsabilité, d'ordonner par priorité, par valeur, ce catalogue de produits. Le deuxième rôle, c'est le rôle de Scrum Master. Souvent, on fait l'amalgame avec un chef de projet. Donc, le Scrum Master, c'est absolument pas un chef de projet. Donc, le Scrum Master, son rôle, c'est de coacher les équipes, coacher les équipes à respecter les cérémonies, respecter aussi les time box, respecter aussi coacher, toujours le mot coacher qui revient à l'esprit quand on parle de Scrum Master, parce qu'il va pas imposer, il va juste travailler étroitement avec les équipes, avec le Product Owner, avec la Dev Team, pour les coacher aussi à comprendre les processus et l'organisation Scrum. Et puis, il a un rôle essentiel dans tout ce qui est obstacle parce qu'il aide les équipes à enlever ces obstacles. Et donc, il a le rôle un peu de chef d'orchestre, globalement, pour la mise en place d'une organisation Scrum. Et puis, l'équipe de développement qui est en charge de développer ce qu'on leur demande de développer. Mais cette équipe-là, bien évidemment, elle est challengée, elle est consultée constamment. On collabore de manière très étroite. Ces 3 rôles-là collaborent de manière très étroite. Et pour ça, il y a des cérémonies qui permettent donc à collaborer durant tout le long d'un sprint. Ces cérémonies, essentiellement le sprint planning. Donc, c'est une cérémonie auquel assiste toute l'équipe Scrum. Donc, ces 3-là représentent l'équipe Scrum. Et donc, c'est une cérémonie auquel assiste toute l'équipe Scrum. Dans cette cérémonie, une partie du backlog va être discutée entre le Product Owner et la Dev Team. Résultat de cette partie et de cette session-là, c'est un backlog de sprint, donc un ensemble d'items qui va être engagé pendant une durée fixe. Cette durée
peut être entre 1 semaine jusqu'à 4 semaines. Généralement, on évite d'avoir une durée courte d'1 semaine. Souvent, par expérience, on fait entre 2, 3 à 4 semaines. Et donc, ce résultat, essentiellement, doit respecter la definition of ready. C'est un autre artefact de transparence. Donc également, comme la definition of done, la definition of ready, c'est un ensemble d'items et qui doit être vérifié au préalable pour dire que la story ou j'ai pas encore parlé de story, la story qui est une entité suffisamment petite de travail qu'on appelle story, qui est la constituante principale d'un backlog du produit ou d'un catalogue du produit. Donc, cette story-là, on va dire qu'elle est ready une fois qu'elle va respecter l'ensemble de ces items-là. Dans ces items, on va retrouver parfois des notions simples de style l'estimation a été validée et a été donnée, la notion de sécurité a été respectée, la description de la story est complète. Ça va être une liste comme ça. Cette definition of ready, comme la definition of done, change et diffère de projet à un autre et libre à l'équipe de la mettre en place comme ils veulent. Donc, cette liste-là, le contenu de la liste n'est pas une liste exhaustive qui est impliquée, mais plutôt une liste. Ce n'est pas non plus un contrat, mais c'est un ensemble d'items qui doit être vérifié. Donc, tout au long de cette itération-là qu'on appelle sprint, l'équipe de développement se tient une réunion quotidienne. C'est pour ça qu'on appelle la mêlée quotidienne ou le daily stand-up. Donc, on appelle le daily stand-up parce que généralement, on préfère que les gens soient debout pour ne pas dépasser un time box qui est de 15 minutes pour être vraiment très efficace. Donc, sur cette réunion, essentiellement, on répond à 3 questions, mais moi, je préfère toujours de rajouter quelques éléments dedans parce que c'est l'équipe de développement qui tient cette réunion pour dire qu'est-ce qu'ils ont fait hier, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui et est-ce qu'ils ont des problèmes ou pas. Généralement, on rajoute à ça, est-ce que au niveau des sous-tâches, si on découpe aussi le travail ou l'historique en sous-tâches, est-ce qu'on a des sous-tâches à rajouter ou à enlever ou à compléter de manière plus rapide? Et puis, les équipes essayent de se concentrer ensemble et de s'entraider. Et c'est ce qui aide aussi à l'auto-organisation de l'équipe. À l'issue de la fin d'un sprint, on a une cérémonie qui s'appelle Sprint Review Demo, dans laquelle on va démontrer tout ce qui a été réalisé et tout ce qui a respecté une definition of done. Donc, la definition of done, comme je viens de l'expliquer, c'est un ensemble d'items pour dire que mon item ou ma story ou mon ticket est fait et déjà done. Donc, dans cette liste-là, il peut y avoir des éléments de style mon test unitaire a été effectué, mon code a été revu, mon automatisation de test a été également faite. Et donc, à chaque fois, on coche les items. Et dès qu'on arrive à cocher l'ensemble des items, donc ma story, donc elle est done, donc elle est prête pour être démontrée. Et on démontre cette story-là. Dans cette cérémonie, il y a bien évidemment l'équipe de Scrum, mais également un certain nombre de parties prenantes, des stakeholders qui assistent. L'idéal de cette réunion, c'est justement d'avoir un feedback rapide afin de se corriger et afin de s'améliorer. Dans ce process-là, on termine par une réunion qui est très importante, qui s'appelle la rétrospective de sprint. Comme son nom l'indique, on va essayer de revenir en arrière pendant toute la période de sprint passée, essayer de voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire et qu'est-ce qui nous a manqué. C'est une réunion qui est également informelle. Il y a plusieurs formats. J'ai moi-même créé des formats assez particuliers et assez amusantes. On essaye de mettre des formats plus ou moins différents et en changeant pour permettre aux équipes de répondre à certaines questions qui paraissent évidentes, mais de façon plus libre et beaucoup plus à l'aise.
Donc, dans cette cérémonie-là, le but, c'est vraiment d'entendre tout le monde, de s'améliorer. Et le résultat de cette cérémonie va être un certain nombre d'items qu'on appellera des actions items ou des actions qui vont être assignés à des personnes avec une date de réalisation qui vont nous permettre de s'améliorer. Ça peut être, par exemple, ça peut être lié à l'équipe elle-même, le temps de daily stand-up. L'heure de daily stand-up ne correspond pas à tout le monde, donc on va le décaler, on va l'avancer, et donc on va prendre une décision commune. Ça peut être aussi le rajout d'un item dans la definition of done parce que finalement, il manque quelque chose. Donc, c'est une liste, comme je l'ai dit, dynamique qui va changer. Et cette rétrospective va nous permettre de s'améliorer constamment en rajoutant des items dans les artefacts, en rajoutant aussi des items dans notre inspection. Donc, en parlant d'inspection, c'est un piliers de Scrum. Donc, toute l'organisation se base sur 3 piliers, l'inspection, l'adaptation et la transparence. Donc, l'équipe s'inspecte automatiquement et de manière autonome, de façon constante. Avec ces cérémonies-là, on est dans un concept de transparence. Tout ce qu'on fait, c'est transparent et on s'adapte constamment. Cette organisation aussi nécessite un certain nombre d'indicateurs pour mesurer un petit peu l'avancement. Parmi eux, les plus connus, c'est le burn down chart qui est représenté ici, ce burn down. Ce burn down, généralement, il a une ligne parfaite. Et puis, l'équipe, selon la variation, parce qu'il existe plusieurs variations, ici, on peut avoir le nombre de stories versus le temps passé d'un sprint. Ça peut être ici ça peut être juste ici première semaine et ici c'est la deuxième semaine. Et puis l'équipe, elle va constamment, tous les jours, souvent dans le daily, met à jour automatiquement, soit par les outils, soit directement sur un board physique dans un mur chez vous, hein, dans votre entreprise. Et selon, comme je viens de le dire, selon la variation ici, ça peut être le nombre de stories terminées. On va, au départ, on va partir, par exemple, je donne un exemple, on va partir par 16. Et puis à chaque fois qu'il y a une story qui donne, on va diminuer. Donc on va être 15 et on va être, et en fait, il y a une petite cascade ici. Et ce cascade-là, si par exemple, il est loin de la ligne parfaite, il faut prendre des actions, il faut se réadapter, il faut remettre certaines concentrations sur des éléments ou essayer de comprendre pourquoi on ne suit pas la ligne parfaite dans le burn down chart. Et comme je viens de le dire, il y a plusieurs variations. Ça peut être le nombre de points dans le backlog. Ces points-là, souvent, ils sont calculés avec une série qui est très connue, la série de Fibonacci, ou parfois on retrouve des notions comme le t-shirt sizing, qui est le S, M, L, XL, 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 pour dire que la story est complexe ou généralement on évite de parler de jour homme quand on fait le sizing. On parle plutôt de complexité, on parle plutôt de poids. C'est pour ça on dit les hauts de points. C'est pour ça souvent on entend les story points ou les points d'histoire plutôt que de parler des jours hommes. Et donc cette notion des story points, ça va nous aider à calculer la vélocité. Donc la vélocité, c'est un élément qui va permettre de dire à quelle vitesse notre équipe avance. Cette vélocité, généralement, on ne la calcule pas le premier sprint, mais plutôt à une moyenne de 2, 3 jusqu'à 4 sprints. Et on dit que l'équipe a une vélocité de tel point ou une vélocité de tel poids. Et on évite souvent de comparer cette vélocité au jour homme parce que les équipes ne travaillent pas avec cette notion de jour homme.
Donc, cette organisation se base sur un processus empirique. Le processus empirique tire donc la connaissance, ou la connaissance est généralement tirée par l'expérience. Ce processus se base sur l'itératif et l'incrémental. L'itératif, généralement, on a une idée, on ne sait pas exactement ce qu'on veut, mais on a une idée globale, comme vous pouvez le voir ici. Donc, cette idée globale, on va essayer de la mettre en œuvre. Et puis, à chaque fois qu'on avance, on va essayer de s'améliorer en corrigeant des choses. Donc, c'est une illustration qui est très importante. Hein, je la trouve assez intéressante, surtout pour expliquer le concept de itératif et incrémental, qui est Scrum. Donc, cette itération, à chaque itération, on essaie de corriger pour arriver à un résultat final. L'incrémental, lui, se base sur une idée assez claire au départ. On sait vraiment ce qu'on veut et on va essayer de rajouter des parties en faisant des incréments, et on va essayer de rajouter des parties. Mais dès le départ, on essaye d'avoir quelque chose qui ressemble exactement à ce qu'on fait. Le problème avec la notion de incrémental, c'est que souvent, ceux qui ont les idées, c'est pas ceux qui vont les développer. On va se retrouver donc dans une fossé entre ce que les demandeurs veulent et ce que les faiseurs leur fournissent. Et Scrum, avec l'association de l'itératif et de l'incrémental, on va s'améliorer constamment, on va essayer de corriger, et le résultat est basé essentiellement sur un feedback rapide qui, lui, est donné par les utilisateurs, par les parties prenantes, par ceux qui vont utiliser les produits, suite donc à la démo, suite aussi aux certaines cérémonies. Donc, ils vont dire, ça, c'est très bien, on veut le garder. Ça, par contre, il faut le changer. Et le résultat est beaucoup plus intéressant, donc en se basant sur ce processus empirique qui tire la connaissance de l'expérience. Donc, la puissance de la connaissance est vraiment tirée de l'expérience. Passons maintenant au framework Kanban. Donc, c'est un deuxième framework aujourd'hui, on va voir aujourd'hui. Ce framework, le nom du Kanban est tiré du mot étiquette en japonais, Kanban, qui a été mis en place par l'industrie automobile au départ. Et puis, dans les années 2000, pareil que Scrum, on a vu l'utilisation de ce framework-là de façon un peu très massive dans tout ce qui est applicatif et dans tout ce qui est informatique. Donc, ce framework, la différence, je vais parler de différence, même si on a un slide qui est prévu pour ça, mais c'est une différence assez importante. C'est pour ça que je préfère en parler maintenant. C'est que on a un flux qui, lui, est un flux tiré. C'est-à-dire quand les faiseurs, ils ont un certain nombre d'étiquettes à faire, et puis c'est eux-mêmes qui tirent vers la droite les tickets pour les passer d'un statut vers un autre. Donc, ce flux tiré, ce qui marque un peu la différence majeure, on va dire, entre le Scrum et le Kanban. C'est pour ça je préfère le signaler ici. Quant au Scrum, on a une quantité de travaux, à faire qui est préalablement définie, mais qui est, elle, poussée. Donc ici, on va revenir rapidement ici. Donc, c'est le sprint backlog qui, lui, est poussé. Donc, il est poussé à l'équipe pour qu'il soit réalisé. Bien évidemment, il est négocié avec l'équipe dans la cérémonie de sprint planning, mais il est poussé. Donc, le flux tiré, ce qui caractérise le plus le framework, donc c'est un flux continu également. Donc, c'est un flux continu dans lequel les équipes continuent à travailler avec l'arrivée des flux, et pour éviter d'avoir submergé un peu les équipes avec les travaux qui arrivent de partout, on instaure la limite qui est appelée le WIPE, donc Work in Progress, ou la limite de travail à faire. Cette limite-là, dans le tableau Kanban, doit être définie et spécifiée pour que les équipes n'aient pas à faire beaucoup de choses en même temps, n'aient pas à être submergées par les tickets à faire. Et ça va permettre aussi aux équipes de gérer leurs priorités. Ces tableaux Kanban
diffère d'une équipe vers une autre, diffère aussi d'un projet vers un autre. Il y a des multitudes de types de tableaux. On peut retrouver, par exemple, des tableaux où on a la notion de l'urgence, parce que les équipes attendent à avoir des urgences à traiter. Donc, on a ici une ligne séparée où on met les urgences. Ces urgences-là, bien évidemment, on a la capacité pour les traiter. Donc, on sait préalablement qu'on va recevoir tant de tickets en urgence. Du coup, les tickets d'urgence, pareil, ils ont leurs limites, mais en général, les équipes sont libres de reprioriser ce qu'ils ont à faire selon les demandes qui arrivent, donc ils tirent les travaux à faire. Contrairement également au framework Scrum, donc on a au niveau de suivi, les indicateurs, on a le flux cumulatif dans lequel on va retrouver deux notions, la notion de cycle time et la notion de lead time. Donc la notion de cycle time, c'est ce qui sépare deux étapes importantes dans la réalisation d'un projet ou la réalisation de ticket lui-même, pardon. Et puis la notion de lead time, c'est ce qui sépare l'étape où le ticket a été spécifié, où elle a été vraiment donnée à l'équipe, jusqu'à sa réalisation, jusqu'à sa mise en production. Donc, ça peut être la cycle time, ça peut être au moment où le développement commence jusqu'à livraison à un environnement lambda. Le lead time, lui, ça peut être à partir du moment où le ticket a été pensé, spécifié, jusqu'à la livraison vers l'environnement final qui est l'environnement de production. Pour vous donner un exemple simple de la vie courante, qui est un exemple pour chez le médecin par exemple, un patient, lui, va passer 30 minutes pour être examiné. Donc le cycle time, lui, va être 30 minutes. Par contre, le lead time, c'est-à-dire entre le moment où le patient a pris rendez-vous par téléphone et entre le moment où il a quitté le cabinet du médecin, on appellera ça le lead time. Donc ces deux éléments, généralement, on les analyse de façon très étroite, de façon parallèle, parce qu'ils sont liés. Le lead time est beaucoup plus important que le cycle time, mais ça va nous permettre également de voir si notre projet ou si notre activité, elle va tenir la cadence, ou si on a un retard, ou s'il y a une étape qui, elle nous génère beaucoup d'écart, ou elle nous génère beaucoup de temps, et on essaye de s'améliorer en pointant vraiment cette étape-là, en essayant de comprendre pourquoi on a sur cette étape-là un gap qui se creuse. Donc ça, c'est concernant donc la partie des indicateurs et le suivi. Donc en parlant du Kanban, c'est difficile de dire que les valeurs, le Kanban n'a pas de valeur. Le Kanban aussi a des valeurs, même si on parle rarement des valeurs Kanban, mais ils sont regroupés en 9 valeurs. On va retrouver la transparence, qui est l'un des piliers de l'agilité. On va retrouver aussi le respect, aussi une valeur qu'on a déjà vue côté Scrum, la compréhension, le leadership, la focalisation sur le client. Donc le client, c'est toujours au centre de tous les intérêts. Le flux, l'accord et l'entente, l'équilibre et aussi la collaboration entre les équipes, entre les parties prenantes, entre les utilisateurs, leurs représentants et l'équipe de développement. Maintenant, on passe à une petite comparaison entre ces deux frameworks. Maintenant qu'on connaît un peu plus chacun de ces frameworks. Donc, les points communs, les deux sont Agile et Lean. Donc, Lean, c'est l'organisation de travail qui a été à l'époque, dans les années 50, initiée par Toyota pour essentiellement limiter le gaspillage. Donc, les deux, ils sont Agile et Lean. Donc, Lean, si on traduit c'est de l'anglais à français, ça veut dire maigre. Mais cette technique-là et cette organisation était au départ dans l'industrie automobile en plus particulièrement, et ça a été initié par Toyota. Donc ces deux frameworks-là, ils se basent sur ces deux notions, donc ils sont sur le manifeste agile et sur aussi l'organisation Lean. Les deux se basent également sur l'auto-organisation, sur la transparence, sur une livraison rapide et fréquente,
Et puis les deux utilisent des tableaux similaires. Ces tableaux-là, on peut les retrouver dans les murs, dans les entreprises, comme avec des outils aujourd'hui plus ou moins élaborés. Mais l'utilisation de ces tableaux diffère d'un framework à un autre. Les deux aussi ont comme pilier l'adaptation et la division de travail en petits éléments. Par rapport aux différences, on a noté déjà une différence majeure qui n'est pas dans ce tableau-là parce que je voulais vraiment la séparer et dire que surtout au niveau de flux, on parle de flux tiré côté Kanban alors que côté Scrum, c'est un flux poussé. La deuxième différence qui est remarquable, c'est que les rôles ils sont imposés dans Scrum. On a le Scrum Master, le Product Owner, l'équipe de développement. Et côté Kanban, on n'a pas de rôle imposé. Il y a une équipe qui travaille. S'ils veulent s'instaurer des rôles, ils s'instaurent. Mais sinon, il n'y a aucun rôle qui est imposé. Des tableaux similaires qui, côté Scrum, sont initialisés à chaque début de sprint. Côté Kanban, c'est vers la fin d'un projet où enfin, les tableaux persistent. Hein. J'ai vu des tableaux qui ont duré quelques années, mais parfois c'est par release. Donc, on fait des tableaux par release ou par période de projet. Le backlog côté Scrum et la priorisation du backlog est imposée au départ. Côté Kanban, la priorisation est optionnelle. Le découpage en petites entités appelées story est imposé aussi côté Scrum, alors que la taille réelle côté Kanban n'est pas imposée, même si on préfère toujours des tickets de petite taille. Les indicateurs de suivi de transparence côté Kanban, c'est le burn down chart, le burn up, alors qu'on utilise le cumulatif flux basé sur le cycle time et lead time côté Kanban. Une limitation wipe directe côté Kanban. Sur le Scrum, on va se limiter avec un sprint, donc c'est une limitation indirecte. Donc, la quantité de travail à faire, c'est ce qu'on s'engage à faire durant un sprint en calculant la vélocité de notre équipe. Les estimations, pareil, c'est imposé justement parce que ça va servir au calcul de cette vélocité et de la limite indirecte côté Scrum, alors que côté Kanban, aucune estimation n'est imposée, elle est optionnelle puisqu'on utilise des indicateurs qui sont différents pour calculer la progression. Le changement de scope durant un sprint n'est pas autorisé lorsque le sprint démarre, alors qu'il y a une possibilité d'ajouter ou d'enlever des items dans le Kanban. Donc, on garde une certaine flexibilité au niveau des items à traiter, comme je l'ai expliqué, surtout au niveau de la gestion des urgences. Donc, le tableau de sprint, lui, tiré par une seule équipe, alors que le tableau global de Kanban peut être partagé entre différentes équipes de différents pôles et peuvent travailler ensemble sur le même tableau. L'utilisation maintenant, l'utilisation de ces deux frameworks, le framework Kanban est souvent très utilisé lorsqu'il s'agit de la gestion des incidents, de gestion des changements rapides. Hein, si on a des changements qui doivent être mis en production très rapidement, donc on préfère souvent l'utilisation du Kanban. Quand on utilise la maintenance applicative, c'est aussi souvent du Kanban comme processus ou comme framework qu'on met en place. Alors que pour le Scrum, généralement, lorsqu'on a un changement, des évolutions, des features qui vont arriver, qui sont déjà bien clairs au niveau de la roadmap, qui sont déjà bien planifiées et qu'on peut découper en petits morceaux qu'on appelle incréments. Généralement, on utilise le Scrum et il est très bien adapté à ce cas d'utilisation, surtout quand le découpage est possible, quand notre projet peut être découpé en petits morceaux et peut être traité de manière incrémentale et itérative. Donc, comme vous avez vu, les deux frameworks fonctionnent, ils fonctionnent plutôt bien.
Mais aucun framework n'est parfait. Il n'y a pas de framework qui, lui, va prendre le lead sur l'autre. Ça fait 20 ans que ces deux frameworks collaborent ensemble et puis cohabitent dans des organisations, dans des équipes. Aucun framework n'est complet. Et puis, généralement, des équipes peuvent aussi utiliser un mix des deux, un mix ou plusieurs mix d'ailleurs qui peuvent exister entre ces deux frameworks-là, selon les besoins des équipes, selon aussi les besoins aussi des organisations, selon aussi la nature des projets. Parfois, on peut avoir une partie de projet qui, elle, est traitée en pur Scrum avec des sprints bien définis. Mais si on a un décalage en termes de recettes, de ces incréments qui sont mis en place au fur et à mesure, et on a un décalage de 2 semaines à 3 semaines par exemple, souvent la deuxième partie est traitée de manière avec le framework Kanban, avec un flux tiré. Donc ces mix-là, vous pouvez trouver un exemple de ce mix qui s'appelle Scrumban dans agilewheels.com. Donc dans ce Scrumban par exemple, on peut retrouver la notion de flux continu. Donc la notion de flux continu ici. Les rôles, on peut les retrouver puisque les équipes aiment bien avoir des rôles pour justement retrouver les responsabilités de chacun. On peut aussi tolérer certains changements de scope si besoin. Donc, si besoin, on se dit, voilà, on va changer le scope, même si on est dans un concept mixte. Et puis, les meetings, pareil, au besoin, on peut garder certaines cérémonies, Scrum, comme le daily stand-up, parce que on trouve que ça permet aux équipes de s'auto-organiser, de s'auto-inspecter, donc d'utiliser la notion de l'inspection au quotidien, comme aussi la rétrospective de sprint, parce que tout simplement, ça permet de promouvoir l'amélioration continue. Et puis, au niveau des artefacts, des boards, on peut utiliser des boards similaires. Et puis, la notion de time lead et de cycle time et lead time qui peuvent être aussi très pratiques. Et l'utilisation, c'est parfois quand on ne sait pas où on va, est-ce que on a des changements rapides qui vont arriver, est-ce qu'on a un mix de changements rapides avec des features qui arrivent. Donc, souvent, on utilise un mix des deux qu'on appelle le Scrumban. Voilà pour cette présentation. Donc, je ne sais pas si les questions sont arrivées ou pas. Kamal. Merci Mohamed pour cette présentation assez riche et pour le timing aussi qui est parfait. Voilà, j'espère que c'était enrichissant aussi pour nos invités. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Pour les questions, nous avons déjà quelques questions posées. Déjà un certain nombre parmi vous qui se demandent si le support peut être partagé. Donc, sachez que, comme l'a dit Mohamed en début de sa présentation, vous allez recevoir un lien pour le replay de toute la présentation. Donc, à la fois le support et vraiment une vidéo complète de tout ce webinaire-là. Vous allez le recevoir par mail juste après la fin de ce webinaire. Deuxième question, c'est un product manager est hors framework Scrum. Il n'y a pas de rôle défini Project Manager en tant que tel dans le framework Scrum. Donc, comme je l'ai dit, il y a le Product Owner, il y a 3 rôles identifiés. Ces rôles-là, ils sont très bien décrits dans le guide Scrum. C'est vrai que le guide Scrum, c'est 17 pages. Donc c'est pas beaucoup, et la pratique de Scrum ne se base pas uniquement sur ce guide-là, mais il n'y a pas proprement un rôle qui s'appelle Product Manager ou c'était quoi le rôle? C'est Product Manager. Product Donc, Manager. Si tu permets, Mohamed, en complément, en fait, Scrum vous préconise un certain nombre de rôles qui sont essentiels pour Scrum, mais ils vous empêchent pas d'avoir
d'autres rôles qui sont propres à l'organisation. Vous pouvez avoir des rôles de product manager, solution manager, CTO, architecte, testeur, etc. Tout ce qui est propre à votre organisation. Scrum, il ne va pas vous dire non, il faut avoir que les 3 rôles dans une équipe ou dans une organisation, mais il vous donne les rôles clés pour que Scrum puisse fonctionner. Voilà, c'est comme ça plutôt qu'il faut le lire. C'est pas Scrum ne vous dit pas de vous limiter aux 3 rôles, mais c'est vraiment les 3 rôles essentiels et minimales pour que Scrum puisse fonctionner. Merci Kamal pour la précision. Je rajoute également que certains rôles, en fait, on va les retrouver dans d'autres frameworks un peu plus élargis, hein, comme le framework SAFe. On va trouver une notion de business owner. Il y a aussi une notion, donc certains rôles aussi qui vont être identifiés dans ce framework, mais qui traitent plutôt de l'agilité à l'échelle, qui est un autre sujet. On fera probablement un autre webinar sur ce sujet. Mais effectivement, donc Scrum, pour fonctionner, on a besoin de 3 rôles. Et puis, au niveau des organisations, on n'oublie pas qu'on est l'un des piliers, c'est adaptatif. Donc, on s'adapte. Et puis, au niveau des rôles également, il n'y a pas de limitation ou autre. Mais au niveau de l'équipe Scrum elle-même, ces 3 rôles-là sont suffisants. Il y avait une question. J'en prends note pour la proposition pour le webinaire SAFe. J'attends avec impatience. La question suivante, c'est... C'est Christophe, je pense. C'est une question intéressante, je la vois, si tu me permets, Kamal. Si je comprends bien, en Kanban, on n'a pas de notion de sprint. Effectivement, il n'y a pas de notion de sprint. On a un flux tiré et pareil, entre Scrum et Kanban, l'équipe doit se tenir à un rythme constant, soutenable et soutenu. Il doit être capable indéfiniment de se tenir ce rythme-là. Mais il n'y a pas de notion de Scrum, il n'y a pas de notion, pardon, de sprint. Si on rajoute la notion de sprint, on bascule vers le Scrumban. Donc, Michael, lui, qu'est-ce qu'il a posé comme question? Donc, l'hiérarchie entre story, feature et peak. Donc, c'est une notion auquel on n'a pas parlé. Pour 1 heure, on ne peut pas évoquer l'ensemble des éléments côté Scrum qu'on peut utiliser. Mais la notion d'épique, on peut juste parler d'activité ou de regroupement de fonctionnalités qui sont en épique. Je prends par exemple une application qui va nous permettre de se connecter. Donc, tout ce qui est autour de la connexion, on va faire un épique connexion. Et au niveau donc des features, la feature c'est la fonctionnalité elle-même. La feature ça peut être une fonctionnalité. Donc en fait globalement ça va se présenter comme ça. Donc feature ici, dans la feature il y a plusieurs épiques. Et dans chaque épique, il y a plusieurs stories. Voilà. J'espère que ça répond à la question. En complément, Mohamed, si tu permets, pour Michael, en complément, si on veut un exemple concret, donc on peut voir par exemple, donc le plus haut niveau, c'est l'épique. En dessous des épiques, on trouve des features et au-dessous des features, on va voir des stories. Par exemple, on peut voir pour un site marchand, avoir une liste de courses, ça peut être une épique, constituer une liste de courses. Une des fonctionnalités, ça peut être créer une liste de courses. Ou une autre fonctionnalité, modifier ma liste de courses. Troisième fonctionnalité, troisième feature, partager ma liste de courses. Et après, au sein de chaque fonctionnalité, on peut avoir différentes user stories. Si je prends par exemple créer ma liste de courses, ça peut être en tant que client du site marchand X, je veux pouvoir créer ma liste de courses en scannant un produit. En tant que client d'un site marchand Y, je vais pouvoir créer ma liste de courses en utilisant la reconnaissance vocale. Voilà, on peut avoir différents exemples de story, de features et d'épiques.
Je te laisse la Merci main, Kamal. Mohamed. Merci Kamal. Une question de Adnan qui dit bonjour, quelles sont les limites, défauts de la méthode Scrum? Y a-t-il des projets informatiques auxquels elle n'est pas adaptée? Déjà, Scrum ne s'adapte pas trop bien avec des projets, pas vraiment des projets, mais tout ce qui est maintenance, comme je l'ai expliqué, comme ce qui est maintenance, des changements rapides. Des fonctionnalités qui doivent être sorties rapidement. Donc Scrum, il s'adapte pas parce qu'on est sur 2 semaines de chaque sprint, on est sur des incréments, donc ça s'adapte pas trop. C'est pour ça le Kanban tire aussi sa révérence sur cette partie-là. Après, au niveau des défauts, là, je dirais pas un défaut, mais c'est surtout si les équipes n'adhèrent pas ou ne comprennent pas les valeurs, donc il y a une forte possibilité que l'utilisation du framework lui-même ne fonctionne pas. Donc il faut que les équipes soient coachées. Souvent à l'aide d'un Scrum Master expérimenté ou d'un coach agile expérimenté. Moi, j'ai vu des équipes également qui avaient un Scrum Master avec un peu d'auto-organisation. Ils se sont passés du Scrum Master en disant on peut s'en sortir, mais au final, ils sont allés vers le mur. Effectivement, donc il y a des projets où ça peut pas marcher parce que on essaye d'imposer des choses, ou on essaye aussi parfois juste de traduire les anciennes pratiques ou les anciennes méthodes cycle en V en essayant de mettre une organisation Scrum autour de cycle en V, par exemple, avec beaucoup de documentation, avec donc voilà. Si on applique le framework de manière constante et on fait l'adaptation et on fait aussi l'amélioration continue, et on s'auto-inspecte, et il doit fonctionner. Ça, c'est probablement l'une des certitudes que Scrum peut donner. Mais au quotidien, il y a quand même pas mal de paramètres à veiller à ce que les valeurs soient respectées, la reconnaissance, l'échange, le courage, toutes ces valeurs-là soient en place. Et au quotidien, donc pareil, quand il y a quelqu'un qui arrive, il est bien accueilli, il y a l'ouverture d'esprit aussi. On travaille de plus en plus avec des équipes à l'étranger. Je travaille actuellement avec une équipe dans les 4 coins du monde, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Inde et à peu près une dizaine de pays en Europe. Donc des cultures, il y en a de toutes les couleurs. Donc il faut être vraiment très ouvert, et l'ouverture, c'est un élément une valeur qui est vraiment très essentielle pour la réussite des projets Scrum. Une question, Babel étant éditeur, comment pouvoir s'assurer que les projets réalisés dans l'un ou deux frameworks aient été réalisés dans le respect des besoins métiers, mais aussi en respectant les prérequis de gestion et de sécurité. Donc en fait, cette question-là, Babel, donc étant auditeur, comment pouvoir s'assurer que les projets réalisés dans un des deux frameworks a été réalisé dans le respect des besoins métiers, mais aussi en respectant les prérequis de gestion de projet et de sécurité. Donc comme je l'ai évoqué lors de la présentation, il y a donc un artefact d'inspection transparence qui s'appelle la Definition of Done. Et donc, cette inspection de transparence s'ajoute également à un autre artefact qui est la Definition of Ready. Le premier, donc si je reviens vers l'arrière pour répondre à cette question, le premier, la Definition of Ready, il s'applique plutôt sur le besoin lui-même pour dire s'il est ready ou pas. Est-ce que l'ensemble des acceptance criteria ont bien été définis? Est-ce que l'ensemble des prérequis de sécurité et tout ont bien été aussi mentionnés? Donc, on est plutôt là. Et ça, donc, c'est une fois le backlog est priorisé par valeur, on va prendre item par item ou story par story et on va vérifier la definition of ready. Est-ce que l'item ou est-ce que la story, elle est ready? Et donc, cette definition of ready,
c'est comme un contrat, hein, au passage ici. Donc, si il y a un item qui manque, si au niveau sécurité, ça n'a pas été vérifié, donc en fait, c'est pas vérifié, donc il y a une croix, donc il rentre pas dans le sprint backlog, il sera pas pris en compte par l'équipe de développement parce que on n'a pas encore mis cette story ready pour qu'elle soit développée. Et pareil, une fois qu'on a l'ensemble des items et des prérequis vérifiés et identifiés, notamment tous les acceptance criteria qui sont clairs, les tests, le résultat attendu ou autres qui sont aussi spécifiés dans la story elle-même. Et puis, une fois on a ça, l'équipe de développement travaille pendant la période, pendant l'itération. Et avant de dire que la story, elle est finie, donc en fait, la story doit aussi répondre à un certain nombre de checklists pour dire qu'elle est ready. Et puis, donc la démo va nous permettre justement de valider la story ou pas. Et seul le product owner peut dire que la story finalement est validée ou pas. J'espère que ça répond à la question comment on peut gérer les incidents bugs liés aux tickets livrés avec les méthodes Scrum parce qu'il y aura certainement un impact sur le sprint en cours de retard. Donc en fait, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a aussi possibilité de mixer les deux frameworks par projet que j'ai vu moi-même ou que j'ai accompagné moi-même. Il y a la période de développement sur les incréments eux-mêmes qui sont faits à une période et puis les tests qui arrivent de l'utilisateur final ou du métier qui se déclenchent avec un décalage parfois d'une semaine, parfois de 2 semaines par exemple. Et on arrive à recevoir des bugs. Donc ces bugs-là, il y a plusieurs manières de les introduire, ou les introduire dans les sprints avec une équipe dédiée pour traiter ces bugs-là, ou avec donc typologie bug, mais qui n'implique pas la vélocité de l'équipe elle-même. Donc ils vont être traités comme des tickets de type bug, mais qui ne vont pas être calculés dans la vélocité, sachant qu'on essaye d'avoir donc une moyenne de nombre de bugs traités. Ou sinon, une autre organisation est possible aussi, c'est que tous ces bugs-là sont traités en utilisant le framework Kanban. Et ils sont tirés par l'équipe elle-même, donc la même équipe, ils sont tirés, sachant que toute cette partie ou l'activité qui va être dédiée à ces bugs-là doivent être calculées au préalable pour ces personnes-là avant de calculer la capacité à apprendre dans un sprint. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Si tu permets, Mohamed, juste en complément, si j'ai bien, en fait, c'est dans un contexte où l'équipe fait à la fois du build et du run. Donc, on a des équipes qui font à la fois du build et du run, comme l'a dit Mohamed. Une partie, en fait, de la capacité à faire va être dédiée à tout ce qui est run, tout ce qui est incident, tout ce qui est anomalie, tout ce qui est intervention, sollicitation par d'autres équipes, etc. Et ça, normalement, ça doit s'affiner avec le temps, puisque ces interventions, sauf où il y a vraiment des cas où ils vont générer des incidents majeurs ou des anomalies bloquantes qui vont solliciter un nombre important des membres de l'équipe, en général, ce niveau nombre de bugs, il va se lisser dans le temps. Et donc, quelque part, on va retrouver avec la vélocité qu'on est capable de produire en absorbant des anomalies, parce que il faut construire, mais en même temps, il faut assurer la continuité de tout ce qui est fait. Voilà. Donc, à ce moment-là, donc on se base vraiment sur un pourcentage. Si on ne l'a jamais fait auparavant, on va se dire que, par exemple, un quart ou un cinquième du temps de l'équipe va être dédié à tout ce qui est run et le reste va être dédié à tout ce qui est build. Et comme je l'ai dit, au fur et à mesure qu'on avance sur les itérations, sur le sprint, la vélocité permettra de dégager cette information en absorbant 20% de la capacité à faire, en la dédiant à faire du run. On peut avoir tant de points comme capacité à faire pour les futurs sprints. Merci Kamal. Il y a une toute dernière question, il nous reste 2 minutes. Donc, question auquel on est passé rapidement tout à l'heure, puisque je l'ai évoqué moi-même, mais il n'y avait pas la question, mais maintenant, la question est là. On entend souvent de la méthode SAFe, de quoi s'agit-il?
On va répondre rapidement. Donc, Safe, c'est un framework aussi agile, mais le framework Safe, il va plutôt s'intéresser à l'agilité à l'échelle, c'est-à-dire des équipes, plusieurs équipes qui travaillent en agile, et donc ces équipes-là collaborent ensemble en suivant donc les bases de ce framework-là. Dans ces équipes, on peut retrouver du Scrum, du Kanban, de DevOps, plusieurs frameworks en même temps. Et ce framework aussi est l'un des frameworks de l'agilité à l'échelle. Donc, je vous invite à regarder un peu. Il sera peut-être un sujet d'un autre event, le framework Safe. Mais il y aura d'autres. Il y a Scrum de Scrum. Donc, des équipes qui travaillent en Scrum, qui sont scrummées à l'échelle, ou le framework Less ou Nexus. Donc, il y a plusieurs frameworks. Mais Safe, on fera peut-être une présentation dans les prochaines semaines sur le framework Safe. Donc voilà, on a fait exactement 1 heure. Merci à vous tous. Merci pour votre présence. Merci Mohamed pour la clarté de ta présentation, pour la richesse. Merci à vous pour votre participation, pour votre écoute. Bon, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à aller sur notre site. Notre agenda est à jour pour pouvoir vous inscrire sur les prochains événements. Merci et bonne fin de journée. Merci également. Restez à la maison, restez en sécurité surtout. Merci. Au revoir.